Quand on fait un métier depuis globalement que j'ai quitté l'école, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans notre métier que j'adore, c'est qu'en permanence on me dit bon, les agents foutent rien, les agents ils n'ont pas d'outils, les agents ils rappellent pas. Donc l'idée ça a été aussi de dire, hormis moi, ce dont je vais bénéficier, ce dont mes clients vont bénéficier, je parle des professionnels, ça a été de dire comment on pourrait apporter une meilleure expérience client. Bonjour à tous et bienvenue sur Immobilier 2.0. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Delmaille. Tu es le fondateur de Kizimo. Salut Antoine, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va plutôt pas mal aussi. Je suis très heureux de faire cette vidéo avec toi. Je pense que tout le monde ne te connaît pas Oui, j'ai sur pas de les doute là-dessus. internets. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement et voilà, nous en dire un petit peu plus sur ta société Ok, bah écoute, donc Antoine Delmaille, tu viens de le dire, fondateur de Kizimo. Je fais de l'immobilier depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé dans un circuit très traditionnel, c'est-à-dire d'abord en agence chez Orpi. Ensuite, j'ai bossé dans une PME qui avait diverses activités comme de la défisque, de la gestion et ce genre de choses. Donc j'avais un poste assez transverse, mais toujours dans l'immobilier. J'ai ensuite travaillé près de 5 ans chez Crédit Foncier Immobilier, où j'étais en charge des locations pour le compte de grands comptes. J'ai fait une pige très courte dans une start-up que tu connais qui s'appelle Flatsi. Ouais. Et puis je me suis assez rapidement rendu compte, mais c'était déjà plus ou moins le cas quand j'avais quitté Crédit Foncier Immobilier, que je voulais plus faire une boîte qui me ressemble, avec de la location qui me ressemble. Et c'est la raison pour laquelle, après cette, je dirais, brève aparté dans une boîte qui n'était pas la mienne, j'ai décidé de créer la mienne. On devait être mi-fin 2017. Et donc j'ai créé Kizimo en février 2018, si je dis pas de bêtises, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, et voilà, pourquoi Kizimo? J'imagine que c'était ta question de base. Pourquoi Kizimo? Simplement parce que Déjà, qu'est-ce que c'est Kizimo? Qu'est-ce que c'est Ouais. Kizimo? C'est une PropTech, on fait de la location immobilière en résidentiel, où on a pris le parti de digitaliser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de la prise de mandat auprès d'un propriétaire, jusqu'à l'état des lieux d'entrée. Ça malheureusement qui n'est pas digitalisable, mais en fin de compte, moi je fais de la location depuis près d'une dizaine d'années. Et l'idée c'était de dire, j'étais dans une très belle boîte, notamment Crédit Foncier Immobilier dont j'ai pu parler. On avait un énorme volume annuel, mais néanmoins on avait à mon goût pas assez d'outils qui nous aient gagné du temps. Et donc en créant Kizimo, j'ai pris toutes les étapes du processus de location en me disant ok, quelles étapes nous font perdre du temps, quelles étapes ont peu de valeur ajoutée et surtout quelles étapes sont automatisables. Et c'est en partant de là qu'il y a globalement dans un process de location, pour schématiser, une quinzaine d'étapes. Et l'idée c'était de faire un tableau très simple et de dire ça on peut automatiser, ça on peut pas automatiser. Donc qu'est-ce qu'on peut automatiser? On peut automatiser évidemment la signature électronique. Donc tout notre parcours, qu'il soit propriétaire ou locataire, il va se passer en ligne. Signature du mandat, on va avoir des reportings en ligne pour que chacun de nos propriétaires sache où on est sa location. Est-ce qu'on a diffusé son annonce? Est-ce qu'on a fait des visites? Quels ont été les feedbacks des locataires? Est-ce qu'ils ont déposé un dossier en ligne? Donc nous on a évidemment cette partie back-office où on traite tous les dossiers. L'idée, c'est pas forcément que le propriétaire ait accès à tout, parce que c'est pas ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est de savoir en temps réel ce qui se passe pour son ou ses biens. Donc, en partant de là, dis-moi. Ton client, c'est parce que là tu parles de quelqu'un qui a plusieurs biens, donc on n'est pas totalement sur du particulier qui a fait un petit investissement locatif, on est sur de l'institutionnel. C'est quoi ta typologie de client Ma aujourd'hui? typologie de client, c'est une très bonne question. Nous, on a plutôt un modèle qui est B2B2C, où on va s'adresser très majoritairement aux grands comptes. De manière ponctuelle, on peut parfaitement travailler avec des particuliers, on le fait. Mais néanmoins, nos clients, ça va être des promoteurs, des gros administrateurs de biens, et donc des institutionnels, donc des grands comptes qui peuvent être des banques, des assurances, ce genre d'acteurs, où effectivement, eux ont des besoins, comme tu le soulignais, beaucoup plus qu'un particulier, de reporting. Même si un particulier, et c'est pour ça que notre solution peut s'adapter finalement à tout le monde, même si pour l'instant c'est pas forcément l'approche qu'on a, on est vraiment dédié aux grands comptes très majoritairement, mais néanmoins, qu'on ait un ou 100 biens, on aime, Est-ce on aime que bien savoir où on en est en permanence. est-ce que c'est un choix
que tu as fait depuis le début en te disant moi je sais travailler avec les grands comptes de par les expériences que tu as pu avoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu sur le tas en disant bon bah écoute, pour être totalement clair, c'est là-bas qu'il y a un vrai besoin, c'est aussi là-bas qu'il y a de l'argent plus facilement prenable pour faire vivre une start-up, parce que quand on commence à faire vivre une start-up, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Comment s'est fait ce choix de se dire je vais m'adresser aux grands comptes et je vais mettre du développement pour les problématiques des grands comptes? Alors, alors déjà, pour ce qui est de prendre de l'argent facilement, on n'est pas les seuls à travailler avec eux. Donc faut les convaincre, les grands comptes, bien sûr. Si tu veux, ma démarche, elle a été faite à la fois d'opportunités, parce que des grands comptes, j'en connaissais forcément un certain nombre de par mon ancienne vie, qui avaient ma confiance, mais néanmoins qui ne connaissaient pas forcément ma nouvelle structure. Donc c'est forcément des gens à qui je me suis adressé, dans un premier temps. Et par ailleurs, aujourd'hui, on peut considérer que le grand compte, surtout en immobilier résidentiel, c'est en somme une niche, une très belle niche avec qui on est enchanté de travailler. Toutefois, mon point, ça a été de dire, si Kizimo est capable de faire un système qui convainc un maximum d'institutionnels, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est jamais assez à notre goût, mais c'est ce qu'on est en train de faire, notre modèle il sera bien évidemment duplicable pour des administrateurs de biens petits, moyens et grands, pour des particuliers. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas décidé de s'adresser, en tout cas de communiquer auprès de cette cible, parce que l'effort d'acquisition est différent. Et pour nous, c'est pas encore le moment. Donc la réponse, c'est du fait de tes connaissances, c'était plus simple pour toi. Tu connaissais les problématiques, tu savais à qui t'adresser pour savoir quelles problématiques solutionner. Exactement. Et donc, tu as été là-dessus. Tu me parles de ton ancienne vie. J'aime bien la formule. Comment on décide et comment on fait réellement dans la vie de tous les jours pour se créer une nouvelle vie et lancer une start-up dans la PropTech? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour lancer Kizimo? Les étapes, comme tu disais, il y en a eu plusieurs. C'est qu'encore une fois, je suis passé que par un seul grand groupe, donc j'ai pas de mal à en parler. J'estimais vraiment que j'avais une belle équipe, j'étais dans une belle boîte, que c'était à refaire, je re-signerais dans cette boîte dans laquelle j'ai eu de très belles années. Toutefois, j'avais vraiment je l'évoquais très brièvement tout à l'heure, j'avais vraiment une souffrance au quotidien de me dire, on a les clients, on a la boîte qui a une belle réputation, on a une belle équipe, j'ai toujours une belle équipe chez Crédit Foncier Immobilier. Et je me disais néanmoins, les outils qu'on a, c'est possible, c'est-à-dire que c'était globalement, mais c'est ce que font encore énormément d'agences. On avait un tableau Excel, on avait un logiciel, mais rien qui était 100% adapté à nos usages. Et donc moi l'idée c'était de me dire, c'est comme du gâchis de se dire que là on traite, admettons cette année, je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, alors 500 locations, avec les mêmes effectifs, mais des outils plus performants, on pourrait en traiter 7, 800, 900. Donc oui, ça me posait un vrai problème, et donc à force de se poser la question, quand j'ai décidé de changer de vie, donc je te dis d'abord j'ai fait une courte période dans une start-up, que tu connais, donc Flatty, et je me suis dit ok, effectivement ça fonctionne vraiment différemment, une start-up, et je suis, alors on parle de start-up, de PropTech, c'est pas tant le terme start-up ou PropTech qui m'a plus excité que ça, c'était simplement de me dire quel service je peux délivrer à mes clients. Moi je veux pas faire de la tech pour faire beau, je veux vraiment faire de la tech pour rendre du temps à mes collaborateurs, à mes clients, et donc à mes clients qui soient propriétaires ou locataires. Donc ça a vraiment été ça mon point. Donc c'était de changer de vie, c'était qu'à un moment je me disais, je vois pas dans quelle boîte je pourrais aller qui pourra m'offrir les outils que j'ai envie d'utiliser. Donc, à un moment je me suis dit, ça va prendre un peu de temps, mais je vais créer moi-même les outils. De ce que tu me dis, ce qui te démangeait toi en fait, c'était cette problématique d'outils. Tu t'es dit il y a quelque chose à changer là-dessus et tu as voulu le changer. Donc c'est ça qui a motivé en fait ce changement de vie entre guillemets. La première étape que tu as fait et qui est pas inintéressante, c'est de te dire il y a sûrement des startups qui travaillent déjà sur ces problématiques là. Tu es allé voir une de ces startups là, tu as travaillé avec elles, donc c'est quelque chose d'accessible déjà pour tous les gens qui nous regardent, c'est accessible de faire ça. Ça t'a permis d'avoir des informations sur comment fonctionne une startup et de rentrer un petit peu dans ce milieu là. Et après tu t'es dit je vais faire ça tout seul. Parce qu'en fait c'est pas ce qui me correspond et j'ai envie de faire autre chose, et moi ce qui me démange c'est plus l'aspect global de la location et de la relocation. Et qu'est-ce qu'on fait après? On cherche un associé, on regarde comment on fait du développement informatique sur internet parce que tu n'as aucune compétence informatique. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Écoute, c'est une très bonne question. Je voudrais juste rebondir sur
puis peut-être être un petit peu plus clair sur ce que je t'ai dit juste avant. Moi, il y a cette problématique d'outils, mais d'une manière plus profonde, tu me disais, voilà, quelque part, ça te grattait depuis un moment. D'une manière plus profonde, l'idée, ça a été de dire aussi, quand on fait un métier depuis, globalement, que j'ai quitté l'école, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans notre métier que j'adore, c'est qu'en permanence, on dit, bon, les agents foutent rien, les agents, ils n'ont pas d'outils, les agents, ils rappellent pas. Donc l'idée, ça a été aussi de dire, hormis moi, ce dont je vais bénéficier, ce dont mes clients vont bénéficier, je parle des professionnels, ça a été de dire comment on pourrait apporter une meilleure expérience client, parce que quand on parle du monde de la startup et d'une manière plus générale, toutes les boîtes y viennent, c'est de dire comment on pourrait délivrer une meilleure expérience client. Bon, pour toute personne qui nous écoute ou toi qui as cherché un appartement à Paris, on sait que c'est quand même un peu compliqué. Donc nous, on ne dit pas qu'on est des magiciens, qu'on va rendre la chose extrêmement simple, qu'en frappant à la porte de Kizimo, tout sera beau et qu'on trouvera un appartement dans la journée. Évidemment qu'on a des critères très sélectifs et autres, mais l'idée c'était de dire, quand vous passez par chez nous, que vous louiez par notre intermédiaire ou non, en tout cas l'expérience client elle sera satisfaisante. Même si on vous dit non, déjà on va vous répondre, Ouais. vous serez guidé de bout en bout, que ce soit oui ou non à la fin. Mais pour moi ça c'est extrêmement important. J'aime une certaine manière de justifier notre professionnalisme, de justifier nos honoraires tout simplement. Voilà, outre les outils que je voulais me créer, améliorer significativement l'expérience client, c'était extrêmement important pour moi. C'était un enjeu au départ de dire il y a une problématique qui est claire aussi, c'est que du côté du locataire, l'expérience elle est mauvaise, réellement. C'est ça, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place tout en rendant le même service et en allant adresser les clients. En rendant un meilleur service, tant qu'à faire. Mais ça n'a pas changé par rapport alors que si ça a changé, on va y venir, par rapport à ton client de base qui est quand même le bailleur. On est d'accord. Ça n'a pas changé. Par contre, tu voulais améliorer l'expérience des locataires aussi grâce aux outils. Alors, je peux pas te laisser dire que j'ai pas voulu améliorer l'expérience de mes propriétaires. Bien sûr que si. L'idée, ça a été de les voir. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ta question suivante, qui était de dire comment on fait entre le moment où on se dit bon bah ok, j'ai des idées, mais je vais monter une boîte. Déjà, j'ai beaucoup lu. Ça n'a pas duré tant de temps que ça la gestation, parce qu'entre le moment où je me suis dit je m'y mets et le moment où ma boîte a été créée, il s'est passé 6 à 8 mois, puis je parle du moment où vraiment les statuts ont été déposés. Ouais. Mais le travail en amont, oui, je me suis beaucoup documenté, j'ai interrogé beaucoup de gens, des gens qui avaient monté des boîtes, et surtout, et parce que j'écoutais ce qu'on me disait, parce que moi c'était ma première réelle expérience entrepreneuriale, et je suis allé interroger des gens, start-up ou pas start-up, PME ou grosse boîte. Donc tu as des chefs d'entreprise qui m'ont à peu près tous dit attends, tu as certainement une super idée, hein, ce que tu fais ça a l'air exceptionnel, toutefois si tu connais 2-3 personnes qui pourraient être intéressées par ton idée, va les interroger avant même de créer quoi que ce soit. Oui, parce que spontanément, je pense que comme tout entrepreneur néophyte, tu te dis mon idée elle est forcément géniale, surtout je veux pas en parler. Ouais. Or c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, donc je pense que c'est une discussion qu'on a déjà eue. Mais voilà, s'il y a des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui nous écoutent, je leur recommande d'en parler à tout le monde, à moins effectivement de créer un nouveau moteur pour le modèle, je ne sais pas. Mais voilà, dans nos métiers, c'est vraiment pareil. Donc je suis allé voir, je me suis pas mal interrogé, je me suis pas mal documenté, j'ai interrogé pas mal de gens autour de moi. Je suis allé voir mes ex-clients en disant voilà, si demain Kizimo fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Alors le jeu il était simple, hein, si j'avais plus de oui que de non, j'y allais. Ou alors sinon je bifurquais un peu. Et l'autre point qui est assez intéressant, c'est que ok, tu as lu et compagnie pour pouvoir te former à tout ça, mais tu as surtout appliqué très vite. Oui. Très très rapidement, tu as mis quelque chose en place. Et du coup, pour la partie technique, comment tu as fait? Alors, au départ, j'ai fait comme plein de gens. Je dirais que tout ce qui était censé être automatique, je le faisais à la main. Okay. Assez rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer un développeur qui était assez solide et sérieux, avec qui on a bossé sur l'architecture un certain temps. Et je dirais que c'est lui qui a vraiment fait le MVP de Kizimo, enfin le MVP technique. MVP, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Most Viable Product, c'est-à-dire la plus petite chose qu'on peut faire, mais qui permet d'adresser le problème et de résoudre la problématique. Et de le présenter à nos clients, qui jusqu'alors n'avaient vu qu'une presse. Et là, on leur disait, écoutez, c'est peut-être pas encore parfait, c'est peut-être pas encore magnifique, mais voici en tout cas notre prototype, à quoi ça ressemble. Et aujourd'hui, il est viable et on propose... Et à l'époque, c'est quoi? Tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, ok, j'ai un premier truc, on en a parlé, vous êtes plutôt chaud, on met des appartements dedans, j'essaye de les remplir. C'est exactement aussi simple que ça. Si tu veux, on a la chance de faire un métier qui reste très opérationnel. Donc moi,
ma proposition de valeur, c'était aussi de leur dire, je vais vous simplifier la vie au quotidien, dans votre gestion de votre back-office, dans vos signatures, vous allez gagner un temps précieux et vous allez pouvoir en plus de ça avoir du reporting temps réel, enfin ce qu'ils me demandaient dans mon ancienne vie, encore une fois. Là, j'étais capable de leur apporter. Et la promesse, c'était de leur dire, évidemment, quand tu arrives, que tu as une boîte qui a 2 mois, et qui sont habitués à bosser avec des gens qui bossent depuis 10, 20, 30 ans. Ouais, tes process, ils sont pas encore... J'ai dit, attendez, néanmoins, voilà, si toutefois vous avez une quelconque peur de la techno, sachez que, voilà, si toutefois demain il y avait un blackout de tout, je sais le faire à la main. Ouais. Voilà. Ouais, je suis agent immobilier. En fait, je saurais le remplir sans, mais j'ai préféré arriver avec quelque chose pour pouvoir vous montrer, le faire évoluer avec vous. C'est surtout pas le but, mais je veux dire, c'est pour ça que je te dis à la fin, start-up pas start-up, oui, nous on pousse la technologie, et oui, on veut continuer de la pousser parce qu'il y a encore des tas de choses qu'on souhaite améliorer. On estime qu'il y a des tas de process qui vont pas assez vite, il y a des tas de contrôles de dossiers de locataires qui vont pas assez vite. On a plein de choses à améliorer. Mais voilà, nous, la promesse en tout cas au tout départ, c'était de leur dire, écoutez, si toutefois ça marche pas, on le fera à la main. Ouais. Voilà. Sachant qu'il y a une discussion que j'ai déjà eue avec toi sur le mot-clé startup, ouais. Que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, tu veux pas créer une startup. Ce que tu aimes dans la startup, c'est le côté innovation. Ouais. Même pas le côté tech, parce qu'au final, si ça pouvait être fait par autre chose que de la tech, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de résoudre les problèmes. Exactement. Et après, donc le côté startup, tu vas en prendre que la partie tech, mais t'as pas envie de faire une boîte de 500 personnes d'ici 2 ans. C'est pas ton objectif. Écoute, moi je suis. Pourquoi pas hein, si non, mais non, bien sûr. Capable, Moi, écoute, je suis assez opportuniste. Après, pour répondre à ta question, c'est pas forcément mon point. Je cherche à faire une boîte là rentable, rapidement. Enfin, nous, techniquement, on est rentable depuis le premier jour. En tout cas, faire une boîte qui a une vraie croissance, c'est de ce point de vue-là que je pense. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec un camarade et qui me disait mais alors attends, t'es pas une start-up, t'as pas levé de fonds. Ça me rappelle un peu la blague, tu prends des médicaments, t'es pas malade, enfin, tu sais le truc pour la sécu là. Et je lui dis non, en fait pour moi la définition d'une start-up c'est une boîte à croissance rapide. Seulement ce que les gens voient pas forcément, c'est qu'on lit la presse, tous les gens qui s'intéressent un peu à ça vont lire Madinez, vont lire Immobilier 2.0 et vont voir que les gros scale-up avec les boîtes qui ont levé 20 millions, 30 millions. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que même dans ces boîtes qui ont levé 20-30 millions, il y en a qui se sont grattés la tête pendant 3, 4, 5 ans, enfin Blablacar, je crois que c'est plus que ça encore, avant de vraiment lever des fonds, et ils se sont dit, bah déjà, je vais aller chercher un product market fit pour vraiment avoir enfin, en fait, pas me diluer dès le départ, sans savoir où je vais. Et moi, c'est complètement ça, c'est de dire mon métier. Marché. Mais c'est ça, moi, mon métier, je pense le connaître, mais l'idée, c'est d'apporter de l'innovation dans mon métier. Toutefois, pour avoir, avant d'avoir une quelconque envie ou volonté de me diluer, à mon sens, il faut déjà qu'on ait une boîte solide, donc c'est ce qu'on est en train de construire. Mais voilà, de ce point de vue-là, pour certains, effectivement, je ne suis pas une start-up parce que, à date, oui, on est 100% autofinancé, on passe pas notre vie en concours, en machin. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que nous, dès le départ, on allait chercher des clients, et moi, dès le départ, je cherchais la rentabilité. Alors oui, ça implique de faire des économies, ça implique de moins se payer, ou de pas se payer du tout, de moins payer les gens. Mais pour moi, c'est aussi comme ça, enfin, c'est en tout cas comme ça que j'imagine l'entrepreneuriat. Et comme ça qu'on pose des bases saines sur une boîte en se disant j'ai su faire avec rien, le jour où j'aurai grâce à mes clients et ou une levée de fonds, parce qu'on n'écarte rien, je serai toujours compté néanmoins. Et voilà, moi c'est comme ça qu'on a choisi de le faire. Pour l'instant ça se passe comme on l'avait prévu, donc on a envie de continuer de faire comme ça, mais on nous verra tout. Est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans on sera 500 ? Pour l'instant c'est pas mon business plan. Mais c'est pas l'objectif. Et moi, par ailleurs, toujours dans cette logique de start-up, j'ai pas fait une boîte pour la revendre. Je te dis pas que je vais jamais la revendre. Là, on est. T'as fait une boîte parce qu'il y avait un problème que tu avais identifié et que tu avais envie de résoudre. Exactement. Avant, moi j'ai été élevé à la mode de l'agence immobilière très classique, l'agence à papa, qui m'a pris des tas de choses, donc c'était une très belle expérience. Mais où on faisait encore le PAP à la main. Et finalement, Internet, les internets, c'était encore un espèce de truc un peu obscur. On parlait pas d'e-réputation. Et donc finalement, tu faisais ton truc dans ton coin, même si tu le faisais très très mal, personne n'était au courant. À part le client que tu avais mal servi. Aujourd'hui, si tu fais vraiment n'importe quoi, en fait, tout c'est beaucoup plus vite. Ouais.